Et si je vous disais que l'arthrite dans vos articulations, ces éruptions cutanées mystérieuses sur votre peau, ou cette fatigue inexpliquée qui vous ronge, pourrait remonter à un seul moment de l'histoire, un moment où la survie de vos ancêtres dépendait de leurs systèmes immunitaires transformés en armes d'une puissance extraordinaire? Ce soir, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi 8% des personnes dans les pays développés livrent une guerre à l'intérieur de leur propre corps, et comment cette épidémie silencieuse se rattache directement à la plus grande histoire de survie de l'humanité. Les gènes qui coulent dans vos veines en ce moment ont été forgés dans le creuset de la pandémie la plus meurtrière de l'histoire humaine, et ils influencent encore votre santé de manières qui vous surprendront. Transportez-vous en octobre 1347, quand un navire marchand accosta au port de Messine, en Sicile, transportant ce qui allait devenir la plus grande expérience génétique de l'humanité. L'équipage gisait mort, leur corps couvert de pustules noires grotesques, mais caché dans cette horreur se trouvait quelque chose d'extraordinaire, le début du changement évolutionnaire le plus rapide de l'histoire humaine. Fermez les yeux et imaginez la cité médiévale de Kaffa, perchée sur les rives de la mer Noire. L'air d'automne porte l'odeur de la fumée de bois et du pain frais des boulangeries, tandis que les marchands négocient les prix sur les places pavées. Les enfants jouent entre les étals du marché, leur rire résonnant contre les murs de pierre anciens. La vie pulse dans chaque ruelle étroite et grand boulevard, une symphonie d'activité humaine qui se poursuit inchangée depuis des générations. Mais quelque chose de sinistre se cache sous cette façade paisible. Dans les cales étroites des navires de commerce, les rats grouillent, et nichés dans leur fourrure se trouvent de minuscules passagères clandestines, presque microscopiques. Ces puces portent dans leurs entrailles une bactérie si mortelle qu'elle va bientôt porter un nom qui nous glace encore le sang aujourd'hui. Yersinia pestis, l'agent de la mort noire. En quelques mois, cette ville animée devient une ville fantôme. Les voix joyeuses du marché se taisent. L'arôme du pain qui cuit est remplacé par l'odeur âcre de la fumée des bûchers funéraires qui brûlent jour et nuit. Les corps s'accumulent plus vite qu'ils ne peuvent être enterrés, et des familles entières disparaissent en quelques jours. La peste ne fait pas de discrimination. Elle prend les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les bien portants et les fragiles avec une efficacité égale et impitoyable. Maintenant, imaginez-vous être Marie, une jeune mère dans le village de Sainte-Foy, nichée dans la campagne bourguignonne. Elle s'occupe de son petit jardin derrière une modeste chaumière, où les choux d'hiver poussent en rangées nettes, et les poules picorent tranquillement dans la cour. Son mari, Guillaume, est un charpentier habile dont les mains façonnent de beaux meubles pour le château local. Leurs deux enfants, le petit Pierre et bébé Marguerite, remplissent leur foyer des sons précieux de l'enfance, des gloussements, des chansons, et le claquement de petits pieds sur les planchers de bois. Quand les nouvelles de cette étrange maladie parviennent à leur village, cela semble aussi lointain que les étoiles. Assurément, une telle horreur ne saurait jamais toucher leur communauté paisible, où chacun connaît son voisin et où les cloches du dimanche rythment la douce vie hebdomadaire. Mais à l'hiver rigoureux de 1348, la peste les a trouvés. Le premier signe est souvent une fièvre qui brûle comme le feu à travers le corps. Puis viennent les bubons révélateurs, des bosses enflées et douloureuses dans le cou, les aisselles, et l'aine qui grossissent jusqu'à la taille de pomme. La peau devient noire et bleue par plaques, donnant à la maladie son nom terrifiant. La plupart des victimes meurent dans les 3 à 5 jours après les premiers symptômes, leur corps simplement incapable de combattre un ennemi qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Mais voici où notre histoire prend un tournant remarquable. Tout le monde ne meurt pas. Dans village après village, tandis que la peste balaie comme une tempête dévastatrice, un petit nombre de personnes survivent contre toute attente. Ce ne sont pas nécessairement les individus les plus forts ou les plus sains. Parfois c'est la grand-mère frêle qui survit à ses fils robustes, ou l'enfant chétif qui se rétablit tandis que ses frères et sœurs athlétiques périssent. Ce que personne ne comprend à l'époque, c'est que ces survivants portent quelque chose de spécial dans leur sang, une variation génétique qui fait réagir leur système immunitaire différemment à la peste. Imaginez Marguerite, la petite fille de Marie, qui survit d'une manière ou d'une autre quand la peste emporte ses parents et son frère. Elle est trouvée en pleurs dans son berceau par des voisins venus enterrer les morts, son petit corps brûlant de fièvre, mais s'accrochant inexplicablement à la vie. Le prêtre du village, le père Benoît, la recueille, s'émerveillant de ce qu'il ne peut appeler qu'un miracle. Il ne sait pas que Marguerite porte un don, génétique d'un ancêtre lointain, un système immunitaire si hyperactif qu'il peut vaincre même la peste noire. Quand le printemps arrive et que le pire de la peste commence à s'estomper, Marguerite grandit et devient une petite fille dans l'humble chaumière du prêtre. Elle est une survivante dans un monde où survivre signifiait tout. Le village qui abritait autrefois 300 âmes n'en abrite plus que 50 à peine. Des lignées entières ont disparu, ne laissant que des chaumières vides et des jardins envahis par la végétation comme témoignage silencieux de vie fauchée, prématurément. Mais Marguerite vit,
et elle porte dans ses cellules un héritage génétique qui sera transmis de génération en génération. Son système immunitaire hyperactif, cette chose même qui l'a sauvé de la peste, deviendra à la fois une bénédiction et une malédiction pour ses descendants. C'est le prix caché de la survie. Les mêmes variations génétiques qui ont protégé nos ancêtres des maladies infectieuses nous prédisposent maintenant à attaquer nos propres tissus. Songez-y un instant, tandis que vous vous reposez en sécurité dans notre monde moderne. Les gènes qui coulent dans vos veines ce soir ont été forgés dans le creuset des plus grandes catastrophes de l'humanité. Chaque variation génétique qui a aidé vos ancêtres à survivre aux pestes, aux famines et à d'innombrables autres menaces a été soigneusement préservée et transmise à travers les siècles, comme un précieux patrimoine légué de parents à enfants. La peste noire a tué entre 30 et 60% de la population européenne. Mais ceux qui ont survécu portèrent souvent des changements génétiques qui rendèrent leur système immunitaire extraordinairement vigilant. Ces réponses immunitaires hyperactives pouvaient rapidement identifier et détruire les envahisseurs bactériens, mais elles s'accompagnaient d'un effet secondaire inattendu. Parfois, ces mêmes systèmes immunitaires agressifs commençaient à attaquer les tissus sains du corps, les confondant avec des menaces étrangères. Quand Marguerite grandit pour devenir une jeune femme et épouse finalement un autre survivant de la peste nommé François, leurs enfants héritent non seulement de la résilience de leurs parents, mais aussi de leur prédisposition génétique à l'hyperactivité du système immunitaire. Génération après génération, ces gènes de survie se répandent dans la population, portés par des familles qui n'ont aucune idée qu'elles transmettent à la fois protection et vulnérabilité à parts égales. Les survivants de la peste qui reconstruisaient l'Europe à la fin du XIVe siècle ne pouvaient pas savoir que leurs arrière-arrière-petits-enfants pourraient développer une polyarthrite rhumatoïde ou que leurs descendants, 6 siècles plus tard, lutteraient contre la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Ils étaient simplement reconnaissants d'être vivants, de sentir la chaleur du soleil printanier sur leur visage et d'entendre le son des enfants qui jouaient à nouveau dans des villages qui étaient tombés dans le silence. Imaginez ces matins de printemps paisibles quand des survivants comme Marguerite sortèrent de leur chaumière pour s'occuper de jardins qui poussaient enfin à nouveau. Le son du chant des oiseaux remplaçant le glas constant des cloches funéraires, la vue de la fumée s'élevant des cheminées au lieu des bûchers funéraires. Ces plaisirs simples semblèrent des miracles à ceux qui avaient été témoins de tant d'obscurité. Mais voici le plus beau dans cette histoire. Ces mêmes gènes qui font parfois que nos systèmes immunitaires se retournent contre nous, nous ont aussi donné des dons incroyables. Ils nous ont rendus remarquablement résistants aux maladies infectieuses. Ils ont aidé nos ancêtres à survivre non seulement à la peste noire, mais à d'innombrables autres pestes, épidémies et infections bactériennes qui ont balayé les populations humaines au cours des millénaires. Imaginez les générations qui ont suivi, chacune portant ce précieux héritage génétique comme un héritage secret transmis à travers le temps. Imaginez l'arrière-petite-fille d'Hélène dans la Lion de la Renaissance. Ses mains fermes, alors qu'elle soigne les victimes de la peste, tandis que d'autres fuirent de terreur. Imaginez des familles dans l'Amérique coloniale construisant des colonies qui prospèrent inexplicablement, tandis que les communautés voisines succombent aux épidémies successives. Dans la France de la Révolution industrielle, ses descendants travaillent dans des usines où d'autres tombent de tuberculose. Leur résilience héritée les gardant forts malgré la fumée de charbon étouffante et les conditions de surpeuplement. Leurs enfants avaient plus de chances de survivre aux maladies infantiles. Leurs mères plus de chances de se remettre des complications de l'accouchement. Leurs aînés plus résistants aux pneumonies et aux fièvres qui ont coûté tant de vies. Ce soir, alors que vous glissez vers un sommeil paisible, considérez cette vérité remarquable. Vous êtes le descendant de survivants. Imaginez-vous comme le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue qui s'étend à travers des siècles de défis et de triomphes. Le sang qui coule dans vos veines porte la mémoire génétique de chaque peste que vos ancêtres ont endurée, chaque infection qu'ils ont conquise, chaque défi biologique qu'ils ont surmonté. Votre existence même est la preuve de leur résilience, extraordinaire, et du pouvoir de l'esprit humain à endurer même les temps les plus sombres. Tandis que vous vous reposez en sécurité dans notre monde moderne, souvenez-vous que vous portez en vous la sagesse génétique d'innombrables générations qui ont défié l'impossible et ont trouvé, contre toute attente, la force de persévérer. L'histoire que nous dévoilons ne concerne pas seulement la génétique ou l'histoire médiévale. Il s'agit de comprendre que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, qu'il s'agisse de maladies auto-immunes ou simplement du stress, de la vie moderne, sont liés à l'incroyable voyage que notre espèce a entrepris pour arriver jusqu'à ce moment. Chaque lutte que nos ancêtres ont affrontée nous a façonnés, et chaque victoire qu'ils ont remportée vit encore dans nos cellules. Alors que nous nous apprêtons à plonger plus profondément dans ce conte fascinant de survie et d'adaptation, rappelez-vous que vous n'apprenez pas seulement l'histoire ou la science.
Vous découvrez l'histoire remarquable de la façon dont votre propre lignée familiale a réussi à persister à travers les plus grandes épreuves de l'humanité, transmettant à la fois des forces incroyables et des vulnérabilités inattendues, avec un soin égal. Mais la survie avait un prix caché, un prix que nos ancêtres médiévaux n'auraient jamais pu imaginer. Les gènes mêmes qui les ont sauvés de la peste noire finiraient par créer de nouveaux défis pour leurs descendants. La génération de demain hériterait non seulement de la vie, mais d'un héritage génétique complexe qui continue de façonner notre santé et notre résilience encore aujourd'hui. Reposez-vous tranquillement ce soir, en sachant que vous portez en vous la sagesse génétique d'innombrables générations de survivants. Et quand vous vous réveillerez, nous continuerons à explorer comment cet ancien héritage de survie continue d'influencer nos vies de manières à la fois belles et inattendues, nous reliant à nos ancêtres par des fils invisibles qui traversent les siècles. Mais ce mystère génétique qui émergerait des siècles plus tard avait son véritable commencement dans le chapitre le plus sombre de l'histoire humaine. Mais ce mystère génétique qui émergerait des siècles plus tard avait son véritable commencement dans le chapitre le plus sombre de l'histoire humaine. Imaginez, si vous le voulez bien, l'année 1347, lorsqu'un navire marchand dérive dans le port de Messine, en Sicile. Le navire grince contre le quai, mais quelque chose va terriblement mal. La plupart de l'équipage gît mort, les corps couverts de furoncles noirs grotesques. Ceux qui respirent encore s'accrochent à peine à la vie, du sang moussant de leur bouche. Ce navire transportait plus que des marchandises exotiques de l'Orient, il transportait la mort elle-même. Imaginez-vous dans l'Europe médiévale alors que les murmures d'une peste mystérieuse commencent à se répandre. Depuis votre coin douillet de l'histoire ce soir, nous allons explorer l'une des plus grandes épreuves de l'humanité, mais aussi être témoins de la résilience extraordinaire qui émergerait d'une souffrance inimaginable. Car dans cette obscurité, chers auditeurs, se trouvaient les graines d'avantages génétiques qui protégeraient des millions de générations futures. La peste connue sous le nom de peste noire balaya l'Europe comme une marée impitoyable. Imaginez la terreur alors que des familles entières succombaient en quelques jours. À Paris, le nombre de morts était si écrasant que les corps étaient jetés dans d'énormes fosses, couche après couche, jusqu'à ce que le sol ne puisse plus en contenir. L'air lui-même semblait empoisonné par la puanteur de la décomposition et les prières désespérées des mourants. Considérez, un moment, le jeune Antoine, apprenti boulanger dans la ville animée de Lyon. Chaque matin, il marchait dans des rues qui devenaient plus silencieuses de jour en jour. Boutique après boutique se dressaient abandonnées. Leurs volets de bois scellés avec des croix grossières peintes en rouge le signe de la peste. Antoine regardait impuissant ses voisins, des gens qu'il avait connus toute sa vie, simplement disparaître. D'abord son maître tomba malade avec la fièvre révélatrice et les gonflements dans son cou. En 3 jours, la boulangerie était vide. L'hiver était une saison de difficultés particulières pendant ces années de peste. Les rythmes habituels, de la vie les célébrations de la récolte, les rassemblements communautaires autour de foyers chaleureux, tout cela disparut. Au lieu de cela, il y avait une peur véritable pour la survie alors que les familles se blottissaient derrière des portes verrouillées, écoutant le carillon constant des cloches d'église marquant encore une autre mort. Le froid semblait s'infiltrer non seulement à travers les murs de pierre, mais dans l'âme même de l'humanité. Pourtant, dans ce chapitre le plus sombre, quelque chose de remarquable se passait, quelque chose qui ne serait pas compris pendant 600 ans. Alors que la peste ravageait les communautés, tuant près d'un tiers de la population européenne, certains individus possédaient un bouclier invisible. Ils marchaient parmi les mourants, soignaient les malades, et demeuraient d'une certaine manière intouchés par la maladie qui terrassait géants et paysans. Rencontrer Marguerite, une sage-femme dans le village de Sainte-Foy. Pendant que d'autres fuyaient, elle se déplaçait de maison en maison, apportant quel réconfort elle pouvait aux familles déchirées par la peste. Jour après jour, elle respirait le même air que les infectés, touchait leur peau fiévreuse et tenait leurs mains alors qu'ils trépassaient. Pourtant Marguerite ne tomba jamais malade. Elle était l'une des rares élues, bien qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que sa survie était écrite dans le tissu même de son être. Imaginez l'esprit humain inébranlable émergeant même dans ces heures les plus sombres. Au milieu d'une telle dévastation, les survivants commencèrent à se trouver. Ils formèrent de nouvelles communautés, partagèrent les ressources et reconstruisirent lentement ce que la peste avait détruit. Ils ne savaient pas que leur capacité à survivre n'était pas simplement de la chance ou une protection divine, c'était quelque chose de bien plus tangible. Considérez William, un humble prêtre de paroisse qui continua à administrer les derniers sacrements pendant l'épidémie. Il bénissait les mourants, enterrait les morts, et restait d'une certaine manière en bonne santé tandis que ses collègues ecclésiastiques périssaient autour de lui.
Sa congrégation commença à murmurer qu'il était protégé par Dieu lui-même. D'une certaine façon, ils avaient raison, mais la protection venait de quelque chose d'écrit dans ses gènes, pas accordé d'en haut. Les survivants partageaient quelque chose d'invisible, mais de puissant. Alors que les villages reprenaient lentement vie et que les champs étaient à nouveau cultivés, ces individus portaient en eux un héritage génétique qui résonnerait à travers les siècles. Ils ne le savaient pas encore, mais ils possédaient une mutation, une suppression de 32 lettres dans leur code génétique, qui les rendait pratiquement immunisés contre la bactérie de la peste. Imaginez un foyer chaleureux, dont les flammes crépitent doucement tandis que la neige tombe au dehors, et voyez ces survivants médiévaux se rassembler pour partager leurs histoires. Ils parlaient d'êtres chers perdus, de l'étreinte glaciale de l'hiver sur leur cœur, et de la façon mystérieuse dont certains furent épargnés, tandis que d'autres périrent. Ces conversations tranquilles, tenues à la lumière vacillante, des lampes à huile, portaient en elles le poids de l'avenir de l'humanité. Les années de peste apprirent à ces survivants que la vie était précieuse au-delà de toute mesure. Ils chérissaient chaque lever de soleil, chaque repas partagé, chaque moment de connexion humaine. Ils reconstruisirent leur communauté avec une détermination farouche, sans jamais savoir que leur résilience était encodée dans leur ADN même. La même variation génétique qui les protégea de la peste noire fournirait un jour des aperçus cruciaux pour la médecine moderne. Alors que les mois se transformaient en années, des motifs commencèrent à émerger. Certaines familles, certaines lignées, semblaient mieux résister à la peste que d'autres. Le phénomène était subtil mais indéniable. Dans le village d'Orléans, la famille Moreau ne perdit qu'un seul membre à cause de la peste, tandis que leurs voisins périrent entièrement. Les Dupont de Reims, les Bernard de Bordeaux, ces familles, portèrent quelque chose de spécial, quelque chose qui ne serait compris que lorsque la science avancerait suffisamment pour scruter le génome humain lui-même. Imaginez-vous dans un marché médiéval, revenant lentement à la vie. Les vendeurs qui survécurent et la fille du boulanger qui reprit le commerce de son père, le forgeron qui vit ses apprentis tomber mais resta debout d'une façon ou d'une autre, ils portaient plus que des marchandises dans leurs charrettes. Ils portaient l'avenir de la résistance humaine aux maladies, bien qu'ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes, avec l'humilité tranquille de ceux qui avaient été témoins de la fragilité de la vie. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes, mais les liens entre survivants l'étaient aussi. Ils parlaient à voix basse de la nature mystérieuse de la survie, de pourquoi certains furent choisis pour continuer, tandis que d'autres ne le furent pas. Ces conversations, tenues autour de repas frugaux de pain et de bière, furent les premières interrogations murmurées sur la variation humaine des questions qui ne trouveraient pas de réponse avant 6 siècles. L'étreinte de l'hiver se relâcha, le printemps arriva, et le renouveau commença à toucher les terres dévastées. Mais l'héritage génétique de ces survivants de la peste s'avérerait être l'un des dons les plus remarquables de l'humanité. La même mutation qui sauva leur vie fournirait finalement une protection contre une autre maladie mortelle qui n'émergerait pas avant des centaines d'années, une maladie qui dévasterait le XXe siècle de façon que ces survivants médiévaux ne pourraient jamais imaginer. Qui étaient ces âmes fortunées, et comment leur survie ancienne se traduisit-elle en miracles médicaux modernes? Quels autres secrets se cachèrent dans les gènes des survivants de la peste, attendant d'être révélés par de futures générations de scientifiques? Alors que nous continuons notre voyage à travers ce coin chaleureux de l'histoire, nous découvrirons comment un avantage génétique né de la souffrance médiévale deviendrait le bouclier de l'humanité contre un ennemi entièrement différent. Pourtant, au milieu du chaos et de la dévastation, quelque chose de remarquable commença à émerger. Alors que les jours se transformaient en semaines, alors que le choc initial cédait la place à une détermination sombre, des motifs commencèrent à apparaître parmi ceux qui restaient. Tous ceux qui survécurent à la première vague de la peste n'eurent pas simplement de la chance. Il y avait quelque chose de différent chez eux, quelque chose qui se révélerait bientôt de façon que personne n'aurait pu imaginer. Imaginez, si vous voulez, Sophie Martin, une infirmière pédiatrique de Lyon. Quand l'épidémie atteignit son hôpital, elle travailla sans relâche, soignant patient après patient, dont beaucoup ne passèrent pas la nuit. Les couloirs qui résonnaient autrefois des rires d'enfants ne portaient plus que les tons étouffés du personnel médical et le bip régulier des moniteurs. Pourtant, Sophie ne tomba jamais malade, malgré son exposition aux pathogènes jour après jour. Ses collègues s'émerveillaient de sa résilience, l'attribuant à la chance, ou peut-être à des pratiques d'hygiène exceptionnelles. Mais Sophie n'était pas seule dans son immunité mystérieuse. De l'autre côté de l'Atlantique, dans un petit village près de Marseille, Pierre Dubois, un charpentier de 43 ans, se retrouva dans une situation similaire. Son atelier était devenu un refuge de fortune pour des voisins, dont les demeures avaient été compromises par le chaos. Les gens arrivaient malades, désespérés, cherchant refuge.
Pierre s'occupait d'eux avec la même précision douce qu'il apportait à son travail du bois, ne montrant jamais de symptômes malgré l'exposition constante. Les villageois commencèrent à chuchoter au sujet de sa protection apparemment divine. À Toulouse, Marie Fernandez, une institutrice qui avait converti sa salle de classe en centre de soins de fortune, affichait la même résistance inexplicable. Tandis que la ville s'effondrait autour d'elle, tandis que les chaînes d'approvisionnement s'effondraient et que l'infrastructure se délitait, Marie restait en bonne santé, s'occupant des enfants dont les parents avaient succombé à la peste. Son énergie ne faiblissait jamais, son esprit ne se brisait jamais, comme si elle possédait une force intérieure que la maladie ne pouvait tout simplement pas toucher. Ce n'étaient pas des cas isolés. Des rapports commencèrent à filtrer du monde entier sur des individus qui semblaient posséder une résistance presque surnaturelle aux pathogènes. À Montpellier, un vendeur de rue nommé Jean-Pierre continuait à travailler à son coin de rue, aidant à distribuer le peu de nourriture qui restait aux foules de plus en plus désespérées. À Nantes, une sage-femme nommée Amélie aidait à mettre au monde des bébés dans des conditions qui auraient horrifié n'importe quel professionnel médical, pourtant, elle ne tombait jamais malade. Dans la Dordogne rurale, un éleveur nommé Jacques Moreau nourrissait sa petite communauté en maintenant la seule ferme fonctionnelle dans un rayon de 80 km. Qu'est-ce qui reliait ces personnes? Qu'est-ce qui les rendait différents des millions qui étaient déjà tombés? Au début, les chercheurs et les quelques professionnels médicaux restants attribuaient ces cas à des anomalies statistiques. Dans toute pandémie, raisonnait-il, il y aurait toujours des cas atypiques, des individus dont les systèmes immunitaires se révélaient remarquablement robustes. Ils parlèrent de variations naturelles, de gagnants de la loterie génétique qui se trouvaient posséder la bonne combinaison d'anticorps et de défense cellulaire. Mais au fil des semaines, alors que davantage de survivants émergèrent de la dévastation, une image différente commença à se former. Ce n'étaient pas seulement des individus chanceux, choisis au hasard et dispersés à travers le globe. Ils partageaient certaines caractéristiques qui allaient au-delà de la simple fonction immunitaire. Ils affichaient une adaptabilité remarquable, non seulement à la maladie elle-même, mais à la dure nouvelle réalité que le monde était devenu. Imaginez Marie Fernandez à nouveau, dans sa classe convertie. Quand le réseau électrique a défailli et plongé Toulouse dans l'obscurité, elle n'a pas désespéré. Au lieu de cela, elle a organisé les enfants en groupes, leur apprenant à trouver de la nourriture dans les ruines urbaines, à purifier l'eau en utilisant des filtres de fortune, à créer de la chaleur et du confort à partir de tous les matériaux qu'ils pouvaient récupérer. Ces élèves, dont beaucoup avaient tout perdu, trouvèrent de l'espoir dans sa confiance inébranlable, qu'ils ne feraient pas que survivre, mais prospérer. L'atelier de Pierre Dubois devint quelque chose de plus qu'un abri. Il se transforma en le cœur d'un nouveau type de communauté. Utilisant ses compétences de menuisier, il conçut des systèmes ingénieux pour collecter l'eau de pluie, pour faire pousser des légumes dans de petits espaces intérieurs, pour créer des outils à partir de matériaux récupérés. Mais plus que cela, il possédait une compréhension intuitive de comment rassembler les gens, comment résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent, comment maintenir le moral quand tout semblait désespéré. Ces survivants n'étaient pas seulement physiquement résistants à la peste. Ils semblaient posséder une capacité renforcée à lire les dynamiques sociales, à comprendre exactement ce dont les autres avaient besoin dans les moments de crise. Sophie Martin le remarqua d'abord dans ses interactions avec les familles des patients. Elle pouvait sentir leur peur avant qu'ils ne l'expriment. Pouvait offrir du réconfort précisément de la manière dont chaque personne avait besoin de l'entendre. Ses collègues, les quelques-uns qui restaient, commencèrent à chercher ses conseils non seulement sur les questions médicales, mais sur comment faire face au poids émotionnel de leur situation. Alors que les communautés commençaient à se réorganiser autour de ces individus remarquables, quelque chose d'encore plus extraordinaire commença à se produire. Les groupes qu'ils dirigeaient ne faisaient pas que survivre. Ils commençaient à prospérer d'une manière qui défiait les sombres prédictions de ces premières semaines chaotiques. Là où d'autres établissements luttaient avec des conflits internes, sombrèrent dans la violence, ou s'effondraient simplement sous le poids du désespoir, ces communautés trouvaient la stabilité. La ferme de Jacques Moreau devint un phare pour les survivants à travers les campagnes de la Dordogne. La nouvelle se répandit par les communications radio et de bouche à oreille à propos de l'endroit où les gens pouvaient trouver non seulement de la nourriture et un abri, mais un véritable espoir pour l'avenir. Jacques semblait posséder une compréhension presque mystique de la terre, sachant exactement quand planter, quand récolter, comment faire renaître la vie d'un sol que d'autres avaient abandonné comme stérile. Mais ce n'était pas seulement la connaissance agricole qui le distinguait. Jake avait une capacité remarquable à identifier les conflits potentiels avant qu'ils n'éclatent, à médier les disputes avec une sagesse qui semblait venir de quelque part au-delà de ses 47 années d'expérience. Les gens qui arrivaient à son ranch en colère, traumatisés et méfiants, se trouvaient à graduellement s'ouvrir, contribuer leurs compétences à l'effort collectif, redécouvrir leur capacité de confiance et de coopération.
Des modèles similaires émergèrent partout où ces survivants spéciaux s'établirent. À Mumbai, le coin de Rajesh évolua en un poste de traite prospère, où les gens de toute la ville dévastée venaient échanger des biens et des informations. Sa capacité à évaluer la vraie valeur des objets, à négocier des échanges équitables, et à maintenir l'ordre sans recourir à la force, lui valut une réputation qui se répandit bien au-delà de son quartier immédiat. La pratique de sage-femme d'Amara, à Lagos devint la fondation de ce que beaucoup considéraient comme la communauté post-peste la plus réussie d'Afrique de l'Ouest. Les femmes voyageaient des centaines de kilomètres pour accoucher sous ses soins, non seulement à cause de ses compétences médicales, mais à cause du sentiment extraordinaire de paix et de sécurité qui semblait émaner de sa présence. Les enfants nés sous ses soins semblaient le plus sains, plus résilients, mieux adaptés au dur nouveau monde dans lequel ils entraient. Les communautés que ces individus encourageaient partagèrent des caractéristiques remarquables. Ils développèrent des solutions innovantes aux problèmes qui tourmentaient d'autres établissements. Ils créèrent des systèmes éducatifs qui préparaient réellement les enfants à la survie dans le nouveau monde. Ils établirent des structures de gouvernance qui équilibrèrent la liberté individuelle avec la responsabilité collective. Le plus remarquable, ils affichaient des niveaux de coopération et de soutien mutuel qui semblèrent presque trop beaux pour être vrais. Les scientifiques et chercheurs qui parvinrent à étudier ces communautés eurent des difficultés à expliquer ce qu'ils observaient. La cohésion sociale, les capacités de résolution de problèmes, la pure résilience de ces groupes dépassaient tous les modèles connus du comportement humain sous stress extrême. C'était comme si ces survivants particuliers possédaient non seulement une immunité contre la peste, mais aussi une immunité contre l'effondrement social qui accompagnait typiquement de tels événements catastrophiques. Mais même alors que l'espoir commençait à prendre racine dans ces oasis dispersées de civilisation, même alors que les gens osaient croire que l'humanité pourrait non seulement survivre mais éventuellement se rétablir, des changements subtils se produisaient, que personne ne comprenait encore. Des changements qui allaient de plus profond que le comportement, plus profond que l'organisation sociale, plus profond que quiconque aurait pu l'imaginer. Les survivants eux-mêmes commençaient à remarquer des choses. De petites choses au début. Des sens renforcés qui leur permettaient de détecter le danger avant qu'il ne devienne apparent aux autres. Une reconnaissance de motifs améliorée qui les aidait à résoudre des problèmes complexes avec une efficacité saisissante. Une intelligence émotionnelle qui frôlait la compréhension télépathique de ceux qui les entouraient. Mais leur corps changeait de manière qu'ils ne pouvaient voir, de manière qui révélerait bientôt la vraie nature de ce qui les rendait différents, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'évolution humaine elle-même. Maintenant, imaginez si vous voulez bien, que ces changements invisibles n'étaient pas des accidents aléatoires de la nature, mais des mécanismes de survie soigneusement orchestrés, écrits profondément dans le code même de la vie. Imaginez, pour un moment, la douce chaleur de la compréhension alors que nous explorons comment le corps humain commença à réécrire son propre plan directeur de manière remarquable. Mais c'est ici que notre histoire prend un tournant véritablement remarquable, cher auditeur. Les adaptations génétiques qui émergèrent durant ces premiers siècles de colonisation européenne n'étaient rien de moins qu'extraordinaires. Alors que les communautés à travers les Amériques faisaient face à des défis sans précédent, leur corps accomplissait silencieusement des miracles d'ingénierie biologique. Ce n'étaient pas des transformations dramatiques qui se produisaient du jour au lendemain, mais des ajustements subtils et élégants qui se produisaient génération après génération, comme un maître artisan perfectionnant lentement une pièce d'art délicate. Considérez, cher auditeur, l'histoire de l'évolution du système immunitaire. Imaginez-la comme le système de réponse d'urgence le plus élégant de la nature. Dans le confort douillet de la mémoire génétique, les corps de nos ancêtres commencèrent à développer de nouvelles défenses contre des maladies qui n'avaient jamais existé dans leur monde auparavant. Considérez, cher auditeur, l'histoire de l'évolution du système immunitaire. Imaginez-la comme le système de réponse d'urgence le plus élégant de la nature. Dans le confort douillet de la mémoire génétique, les corps de nos ancêtres commencèrent à développer de nouvelles défenses contre des maladies qui n'avaient jamais existé dans leur monde auparavant. Le contact européen apporta avec lui une constellation de pathogènes variole, rougeole, typhus, grippe chacun, un défi biologique qui exigeait une réponse évolutive. L'aspect le plus fascinant de cette danse génétique était la rapidité avec laquelle elle se produisait. Là où les biologistes de l'évolution pensaient autrefois que des changements génétiques significatifs prenaient des milliers d'années, ces populations commencèrent à montrer des adaptations mesurables en seulement quelques générations. Imaginez la résilience de l'esprit humain, exprimée non pas par des mots ou des actions, mais par les molécules mêmes de l'ADN, réécrivant les instructions pour la survie. Prenez par exemple le développement de variantes améliorées du système immunitaire. Imaginez un village tranquille niché contre des collines ondulantes,
où les familles, qui portaient certains marqueurs génétiques, bénéficiaient d'un remarquable avantage de survie de 40% durant les épidémies. Ce n'était pas de la chance, c'était l'évolution en temps réel, aussi belle et profonde que de regarder les fleurs de printemps éclore après l'hiver le plus rude. Les changements génétiques étaient subtils mais profonds. Certaines populations développèrent des variations dans les gènes qui contrôlaient les réponses inflammatoires, permettant à leurs systèmes immunitaires de combattre les infections plus efficacement, sans causer les dangereuses surréactions qui pouvaient être aussi mortelles que les maladies elles-mêmes. D'autres virent des changements dans les gènes qui affectèrent la façon dont leur corps traitait et éliminèrent les toxines, créant une résistance naturelle aux défis environnementaux de leur monde changeant. Mais peut-être l'adaptation la plus remarquable était dans le domaine de la reconnaissance des pathogènes. Imaginez, si vous voulez bien, des cellules immunitaires qui apprirent à identifier des menaces qu'elles n'avaient jamais rencontrées auparavant, comme de sages gardiens qui pouvaient sentir le danger dans les ombres. Ces sentinelles cellulaires développèrent une reconnaissance de motifs améliorée, leur permettant de monter des réponses rapides et ciblées aux envahisseurs étrangers, tout en maintenant l'équilibre délicat nécessaire à la santé. Les variations génétiques qui fournissèrent la protection n'étaient pas limitées à l'immunité seule. Certaines populations développèrent des changements qui affectaient la façon dont leur corps métabolisait les nutriments de nouvelles sources alimentaires, tandis que d'autres virent des adaptations qui les aidaient à faire face à différentes conditions climatiques. Chaque modification était comme un petit cadeau du passé, soigneusement préservé et transmis à travers les générations. Considérez l'histoire d'Hélène, une jeune femme vivant dans une communauté de survivants, dans ce qui deviendrait plus tard la Nouvelle-France. Son arrière-grand-mère avait été une des colons originaux, une femme qui avait d'une certaine manière prospéré, tandis que beaucoup de ses contemporains succombaient aux maladies qui semblaient frapper sans avertissement ni pitié. Hélène hérita de plus que les yeux bruns et le menton têtu de son ancêtre elle, portait dans ses cellules les instructions génétiques qui avaient maintenu sa lignée familiale en vie à travers les pires catastrophes biologiques de l'histoire humaine. Le système immunitaire d'Hélène était une véritable merveille d'ingénierie évolutive. Lorsqu'elle était exposée à des agents pathogènes qui auraient terrassé quelqu'un d'une population isolée, son corps répondait avec une précision et une efficacité remarquables. Ses réponses inflammatoires étaient soigneusement calibrées, suffisamment fortes pour combattre les infections, mais suffisamment contrôlées pour éviter les dommages tissulaires qui pourraient résulter d'une hyperactivité du système immunitaire. Mais l'aspect le plus remarquable de ces dons génétiques était la façon dont ils fonctionnaient ensemble, comme des instruments dans une symphonie soigneusement orchestrée. La reconnaissance accrue des agents pathogènes fonctionnait de concert avec un contrôle inflammatoire renforcé, tandis que les variations génétiques qui affectaient le traitement des toxines fournissaient une couche de protection supplémentaire. Ce n'étaient pas des mutations isolées, c'étaient des systèmes intégrés qui avaient été affinés au fil des générations pour fournir un avantage de survie maximale. Imaginez Hélène travaillant dans la petite clinique médicale de sa communauté, s'occupant de nouveaux arrivants qui n'avaient pas hérité des mêmes protections génétiques. Elle pouvait voir comment son corps répondait différemment aux agents infectieux, comment ses temps de récupération étaient plus rapides, comment sa résistance à certaines maladies semblait presque miraculeuse à ceux qui manquaient de ses dons ancestraux. Imaginez l'étonnement paisible d'Hélène quand des voyageurs arrivaient à sa clinique, déjà affaiblis par des maladies qui touchaient à peine sa communauté. Elle attribuait sa santé à une vie saine et à la providence divine, n'imaginant jamais que sa résilience était écrite dans ses gènes, que chaque cellule de son corps portait des instructions forgées dans le creuset de la survie de ses ancêtres. L'héritage génétique de la survie s'étendait au-delà de la santé individuelle pour influencer des communautés entières. Les familles qui portaient ces variations protectrices se retrouvaient souvent dans des positions de leadership, non pas à cause d'une sélection consciente, mais parce que leur taux de survie amélioré signifiait qu'elles étaient plus susceptibles de vivre assez longtemps pour accumuler sagesse et expérience. Elles devenaient les anciens qui guidaient leur communauté à travers les défis, les guérisseurs qui soignaient les malades, les dirigeants qui prenaient des décisions qui affectaient les générations. Lorsqu'Hélène prit de l'âge et éleva ses propres enfants, elle leur transmit bien plus que de simples récits des luttes et triomphes de ses ancêtres. Elle transmit les instructions génétiques qui avaient permis à sa lignée familiale de persister à travers les heures les plus sombres de l'humanité. Ses enfants héritèrent de son système immunitaire robuste, de son métabolisme efficace, de la capacité de son corps à maintenir la santé face à des défis biologiques constants. Mais ces dons génétiques venaient avec une complexité cachée qui ne serait pas comprise avant des siècles. Les mêmes variations qui fournissaient une protection si remarquable contre les maladies infectieuses pouvaient, dans certaines circonstances, créer de nouvelles vulnérabilités. Les systèmes immunitaires hyperactifs, qui avaient préservé d'innombrables vies des infections bactériennes et virales,
retournaient parfois leur redoutable puissance contre les propres tissus du corps. Considérez cela comme un compromis inscrit dans la trame même de la survie. Les gènes qui rendèrent les ancêtres d'Hélène immunisés contre des maladies qui tuaient des millions la rendaient aussi plus susceptible à des conditions qui étaient pratiquement inconnues à son époque des troubles auto-immuns qui ne deviendraient apparents que lorsque les maladies infectieuses deviendraient moins menaçantes et que les durées de vie humaines augmenteraient considérablement. Ces changements les ont sauvés, mais à quel prix? Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les mystères de l'adaptation génétique, nous commençons à comprendre que chaque avantage évolutif porte en lui les graines de défis futurs. Les traits mêmes qui assurèrent la survie à une époque pouvaient devenir des sources de difficultés à une autre, créant un héritage génétique complexe qui continue d'influencer la santé humaine de manière à la fois belle et inattendue. Imaginez la douce progression du temps, alors que les générations passaient et que les menaces immédiates qui avaient façonné ces adaptations génétiques commençaient à s'estomper dans la mémoire. Les enfants et petits-enfants des survivants héritèrent non seulement de la protection, mais d'un héritage biologique complexe qui révélerait de nouveaux aspects de lui-même alors que le monde continuait de changer autour d'eux. Alors que nous nous installons dans le confort de comprendre ces transformations génétiques remarquables, nous nous préparons à explorer comment les survivants eux-mêmes ont vécu leur nouveau monde, comment ils ont construit des communautés et des familles, et comment leurs dons génétiques leur ont permis de créer quelque chose d'extraordinaire à partir des cendres de la catastrophe. Leurs corps avaient été transformés par nécessité, mais leurs esprits avaient été renforcés par la connaissance qu'ils portaient en eux le pouvoir d'endurer quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter. Les années s'écoulaient, comme autant de chapitres d'un livre extraordinaire de résilience humaine. Les survivants de la peste, maintenant dans la quarantaine, commençaient à être témoins de quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors que d'autres communautés autour d'eux luttaient avec les effets persistants de la maladie et de la perturbation sociale, leurs propres établissements semblaient touchés par une prospérité presque magique. Les adaptations génétiques qui avaient sauvé leur vie révélaient maintenant des bénéfices supplémentaires que personne n'aurait pu anticiper. Imaginez Hélène, désormais quadragénaire, parcourant sa communauté florissante par un matin d'automne cristallin. Là où il y avait eu autrefois une lutte désespérée pour la survie, elle voyait maintenant des jardins débordant d'abondance de récoltes, des ateliers bourdonnant d'activités productives, et des enfants jouant en sécurité dans des rues qui avaient été reconstruites avec une attention soigneuse à la fois à la beauté et à la fonctionnalité. L'établissement qui avait commencé comme un refuge pour les survivants s'était transformé en quelque chose qui semblait défier toutes les attentes raisonnables pour la récupération post-catastrophe. Ce qu'Hélène et ses voisins ne pouvaient pas savoir, c'est que leur longévité exceptionnelle n'était pas seulement le résultat de meilleures conditions de vie ou de progrès médicaux. Les mêmes variations génétiques qui les avaient protégés des maladies infectieuses leur fournissaient également des mécanismes de réparation cellulaire améliorés, des processus métaboliques plus efficaces et des réponses au stress améliorées qui leur permettaient de maintenir leur santé et leur vitalité bien au-delà des attentes normales de leur époque. Prenez Marcel, le maître charpentier de la communauté, qui à 68 ans possédait encore la force et la dextérité d'homme de 30 ans. Ses mains, burinées par des décennies de travail qualifié, ne montraient aucun des signes d'arthrite qui affligeaient typiquement les artisans de sa génération. Son esprit demeurait vif, son énergie constante, sa capacité à résoudre des problèmes de construction complexes non diminuée par le passage du temps. Marcel attribuait sa vigueur continue à une vie de travail honnête et de plaisir simple, ne soupçonnant jamais que sa longévité était inscrite dans ses gènes mêmes. Le phénomène s'étendait à travers toute la communauté. Alors que l'espérance de vie moyenne dans les zones environnantes demeurait entre 40 et 50 ans, le peuple d'Hélène vivait couramment pour voir 70, 75, voire 80 hivers. Ils restaient des membres productifs et engagés de leur société bien dans ce que d'autres cultures considéraient comme un âge avancé. La vue de grands-parents vigoureux, travaillant aux côtés de leurs enfants et petits-enfants, était devenue l'une des caractéristiques définissantes de ces colonies de survivants. Imaginez Cécile, la maître tisserande de la communauté, dont les doigts agiles continuaient à créer des tapisseries complexes bien dans ses 70 ans. Son travail était devenu légendaire dans la région, recherché par des nobles et des marchands qui parcouraient de grandes distances pour commander des pièces à cette femme dont l'art semblait se bonifier avec chaque année qui passait. La longévité exceptionnelle de Cécile lui permettait de perfectionner des techniques qui auraient normalement nécessité plusieurs générations pour être développées et raffinées. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de cette vitalité prolongée était la façon dont elle affectait le développement culturel des communautés. Avec tant d'individus vivant des vies longues et productives, ces colonies accumulaient des connaissances et de la sagesse à un rythme sans précédent.
Les métiers traditionnels étaient raffinés jusqu'à des niveaux de sophistication qui émerveillaient les visiteurs d'autres régions. Les techniques agricoles étaient développées et testées sur la durée de vie prolongée d'agriculteurs individuels, conduisant à des innovations qui amélioraient considérablement la sécurité alimentaire. Les communautés établissaient de riches traditions autour de leurs anciens, les reconnaissant non pas comme des charges à entretenir, mais comme de précieux gardiens d'expérience et de sagesse. Plusieurs générations travaillaient côte à côte, avec les arrière-grands-parents participant activement à l'éducation d'enfants qui bénéficièrent de leurs connaissances accumulées. Cela créait une continuité culturelle qui permettait un avancement rapide dans pratiquement tous les aspects de la vie communautaire. Imaginez des veillées organisées autour du foyer central de la communauté lors de longues soirées d'hiver, où la génération d'Elena partageait des histoires avec les enfants et petits-enfants. Ce n'étaient pas seulement des contes de divertissement, mais des récits soigneusement préservés de techniques de survie, de connaissances médicales, de principes d'organisation sociale et d'innovations techniques qui avaient été testées et raffinées sur des décennies d'applications pratiques. La durée de vie prolongée des conteurs signifiait que la connaissance était transmise avec une précision et une complétude qui étaient impossibles dans les communautés où les gardiens de la sagesse mouraient typiquement beaucoup plus jeunes. Les avantages économiques d'une durée de vie saine prolongée étaient remarquables. Les artisans comme Marcus pouvaient développer leurs compétences sur 50 ou 60 ans au lieu des 20 ou 30 typiques, atteignant des niveaux de maîtrise qui semblaient presque surnaturels aux observateurs extérieurs. Les fermiers pouvaient personnellement superviser le développement à long terme de la fertilité du sol, des systèmes de rotation des cultures, et des programmes de sélection qui nécessitaient normalement plusieurs générations pour être complétés. Les marchands et commerçants pouvaient construire des relations et développer une connaissance du marché sur des décennies, créant des réseaux commerciaux d'une sophistication sans précédent. Mais le vrai miracle résidait dans la capacité des communautés pour l'innovation et l'adaptation. Avec tant d'individus possédant à la fois une expérience étendue et une acuité mentale continue, ces colonies devenaient des centres d'invention et de découverte. Ils développaient de nouvelles techniques architecturales qui créaient des bâtiments plus confortables et efficaces. Ils innovaient des systèmes de gestion de l'eau qui garantissaient un approvisionnement constant en eau pure. Ils créaient des méthodes éducatives qui produisaient des jeunes gens remarquablement capables qui étaient prêts à contribuer de manière significative à la vie communautaire, à des âges qui auraient été considérés comme impossibles ailleurs. Imaginez une journée ordinaire dans la communauté d'Elena durant son âge d'or. La matinée commençait par des activités de travail coordonnées qui utilisèrent les compétences de chaque génération. Les enfants dès l'âge de 8 ans travaillaient aux côtés d'adolescents, d'adultes et d'anciens, dans des systèmes d'apprentissage soigneusement structurés qui assuraient le transfert des connaissances tout en maintenant la productivité. L'après-midi apportait des périodes d'éducation, d'innovation et de développement culturel, tandis que les soirées étaient consacrées aux liens sociaux, aux récits et aux types de construction communautaire profonde qui créaient la résilience pour les défis futurs. Le succès de la communauté attira l'attention des établissements voisins et même des régions lointaines. Des délégations de dirigeants arrivaient pour étudier leurs méthodes, espérant reproduire leur prospérité. Nombre de ces visiteurs repartaient persuadés d'avoir assisté à une forme de bénédiction divine ou d'intervention surnaturelle. Ils ne pouvaient pas comprendre comment une communauté qui avait émergé de circonstances si désespérées avait pu atteindre un succès si remarquable en si peu de temps. Elena elle-même commença à remarquer que sa propre lignée familiale semblait particulièrement bénie par la longévité et la vitalité. Ses parents, maintenant dans la soixantaine, demeuraient des membres actifs et engagés de la communauté. Ses enfants montraient des signes de la même santé robuste et de l'acuité mentale qui caractérisaient leurs aînés. Le modèle s'étendait aux parents éloignés et aux membres de la communauté qui partageaient des origines similaires. Les descendants des survivants de la peste semblaient jouir d'un don particulier pour mener des vies longues et productives. Alors qu'Elena entrait dans la cinquantaine, elle commença à s'interroger sur l'héritage que sa génération léguerait à ses enfants et petits-enfants. Ils avaient transformé la survie en prospérité, créé la stabilité à partir du chaos et construit quelque chose de beau à partir des cendres de la catastrophe. Mais elles ne pouvaient se départir du sentiment que leur histoire était loin d'être achevée, que les mêmes forces qui leur avaient donné de si remarquables dons pourraient encore avoir des surprises en réserve pour les générations futures. Ce qu'Elena ne pouvait pas savoir, c'est que les variations génétiques responsables du succès extraordinaire de sa communauté portaient en elles le potentiel de nouveaux défis qui ne deviendraient apparents que plusieurs générations plus tard. Les mêmes mécanismes biologiques qui procuraient une protection et une longévité si remarquables révéleraient éventuellement des complexités que ses descendants devraient affronter avec la même sagesse et résilience qu'elle et sa génération avaient manifestées.
Mais leurs descendants feraient face à un héritage invisible qui défierait tout ce qu'ils pensaient comprendre des dons remarquables de leur famille. Les graines de la complexité future étaient déjà semées, portées par les mêmes variations génétiques qui avaient rendu possible le succès de leurs ancêtres. Alors que les générations passaient, la prospérité et la longévité qui avaient béni la génération d'Helena commencèrent à projeter des ombres subtiles lorsque leurs enfants et petits-enfants atteignirent l'âge adulte. Ce qui avait semblé être une pure bénédiction génétique se révélait être plus complexe, portant en soi les graines de défis que personne n'aurait pu anticiper. Les mêmes dons biologiques qui avaient créé de si remarquables communautés étaient sur le point de tester la résilience des générations futures de manières entièrement nouvelles. Imaginez Marie Dubois, la petite fille d'Hélène, debout dans l'entrée de la boutique florissante de sa famille dans ce qui était autrefois appelé la Nouvelle-France, mais qui prospérait désormais sous la domination britannique. À 28 ans, Marie aurait dû être au sommet de sa vitalité, prête à porter les traditions familiales qui avaient apporté tant de succès aux générations précédentes. Au lieu de cela, elle se trouvait aux prises avec des symptômes mystérieux, qui semblaient n'avoir aucune explication. La fatigue matinale qui avait commencé comme un inconvénient mineur avait progressivement évolué en quelque chose de plus troublant. Les articulations de Marie lui faisaient mal d'une façon qui lui rappelait inconfortablement les vieilles histoires sur les victimes de la peste, bien qu'elle ne montre aucun des signes révélateurs de maladies infectieuses. Sa peau, autrefois claire et vibrante comme celle de sa grand-mère, était maintenant sujette à des éruptions qui apparaissaient et disparaissaient sans cause apparente. Plus préoccupant encore, son énergie, cette vitalité inépuisable qui avait caractérisé chaque membre de sa lignée familiale, semblait fluctuer comme une marée capricieuse. L'expérience de Marie n'était pas unique. Dans toutes les communautés de survivants qui avaient prospéré si remarquablement aux générations précédentes, de jeunes adultes commençaient à présenter d'étranges schémas de santé qui défiaient la compréhension médicale de leur époque. Ce n'étaient pas les menaces dramatiques et immédiates auxquelles leurs ancêtres avaient fait face, mais des défis subtils et persistants qui semblaient émerger de l'intérieur de leur propre corps. Considérez Pierre Dubois III, arrière-petit-fils du charpentier dont l'atelier était devenu le cœur d'une communauté française prospère. À 35 ans, Pierre possédait toutes les compétences techniques et les capacités de leadership communautaire qui avaient rendu sa lignée familiale si précieuse. Mais il se trouvait de plus en plus troublé par des problèmes digestifs qui rendaient difficile le maintien de la santé robuste que ses ancêtres tenaient pour acquise. Les repas qui auraient dû le nourrir semblaient provoquer inflammation et inconfort, comme si son corps rejetait les aliments mêmes qui avaient nourri sa famille pendant des générations. Dans les établissements français le long de la Loire, Anne Morel, descendante de survivants de la peste qui avaient reconstruit leur communauté avec un succès remarquable, découvrit que son système immunitaire semblait se retourner contre ses propres tissus. Les mêmes réponses immunitaires hyperactives qui avaient protégé ses ancêtres des maladies infectieuses semblaient maintenant attaquer ses articulations, sa peau et même ses organes internes. Les médecins d'Anne, formés dans les traditions médicales qui avaient si bien servi sa communauté, se trouvaient déconcertés par des conditions qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Le schéma était subtil mais indéniable. Les familles qui avaient bénéficié, pendant des générations d'une santé exceptionnelle et d'une longévité remarquable commençaient à voir leurs jeunes adultes développer des maux mystérieux qui semblaient surgir de nulle part. Les symptômes variaient de douleurs articulaires, troubles cutanés, problèmes digestifs, fatigue inexpliquée, fièvre récurrente, mais ils partageaient certaines caractéristiques qui mèneraient finalement à d'importantes découvertes médicales. Imaginez un rassemblement de guérisseurs communautaires dans la colonie d'Helena, désormais dirigé par son fils Edmund, qui avait hérité à la fois de la longévité de sa grand-mère et de ses instincts médicaux aiguisés. Ces praticiens expérimentés faisaient face à des défis sanitaires inédits. Les traitements traditionnels qui avaient fonctionné si efficacement pour les maladies infectieuses et les blessures semblaient apporter peu de soulagement à ces nouvelles affections. Ce qui troublait le plus les guérisseurs était que ces maux mystérieux semblaient être héréditaires, mais pas selon les schémas qu'ils attendaient des maladies infectieuses. Le jeune frère de Marie ne montrait aucun signe de ces problèmes articulaires, tandis que sa cousine développait des symptômes similaires, bien qu'elle vive dans une colonie distante de plusieurs centaines de kilomètres. Les affections semblaient être liées à la lignée familiale, plutôt qu'à l'exposition environnementale, suggérant quelque chose d'hérité mais non contagieux. Edmund commença à tenir des registres détaillés de ces cas, notant des schémas qui ne seraient pas pleinement compris avant plusieurs siècles. Il observa que les familles les plus touchées étaient souvent celles avec les plus longues histoires de survie et de prospérité, les lignées mêmes qui avaient eu le plus de succès dans les générations précédentes. Le lien était déroutant et quelque peu troublant. Comment les mêmes dons génétiques qui avaient créé de si remarquables communautés pouvaient-ils être associés à ces nouveaux défis sanitaires?
Les implications économiques et sociales commencèrent à se propager à travers les communautés de survivants. Les jeunes adultes qui auraient dû être au sommet de leur productivité se trouvaient aux prises avec des problèmes de santé imprévisibles qui affectaient leur capacité à travailler, à fonder des familles et à contribuer à la vie communautaire de la manière dont leurs ancêtres l'avaient fait. Les durées de vie prolongées, qui avaient été une telle bénédiction pour les générations précédentes, semblaient révéler des complications qui ne devenaient apparentes que lorsque les gens vivaient assez longtemps pour les expérimenter. Marie devait composer non seulement avec des symptômes physiques, mais aussi avec le fardeau psychologique de sentir qu'elle ne parvenait pas à être à la hauteur du remarquable héritage de sa famille. Sa grand-mère Helena, maintenant dans ses 80 ans mais toujours vive et engagée, observait les luttes de sa petite-fille avec un mélange d'inquiétude et de perplexité. Comment une lignée familiale qui avait surmonté de si extraordinaires défis pouvait-elle faire face à de nouvelles difficultés qui semblaient émerger de l'intérieur de leur propre corps? Le mystère s'approfondit quand les guérisseurs remarquèrent que ces affections semblaient être plus communes dans les communautés qui avaient eu le plus de succès à bâtir des sociétés prospères et stables. Les colonies qui avaient davantage lutté contre des défis permanents confrontés à des menaces persistantes de maladies, de conflits ou de difficultés environnementales présentaient moins de cas de ces maux internes mystérieux. C'était comme si la stabilité et la prospérité même pour lesquelles les survivants avaient tant travaillé étaient d'une certaine manière connectés à ces nouveaux défis sanitaires. Pierre Dubois-Trois commença à correspondre avec d'autres dirigeants communautaires, partageant des observations sur les schémas de santé qu'ils observèrent dans leur colonie. Les lettres, soigneusement préservées dans les archives communautaires, fourniraient finalement des preuves historiques précieuses pour les futurs chercheurs médicaux. Mais à l'époque, elles servaient principalement à confirmer que ce n'était pas un phénomène isolé quelque chose se produisait chez les descendants des survivants de la peste qui nécessitait une attention sérieuse et une enquête approfondie. La communauté d'Anne Morel décida d'établir ce qui pourrait avoir été l'un des premiers systèmes organisés de tenue de dossiers médicaux spécifiquement conçus pour suivre les schémas de maladies au sein des familles. Ils commencèrent à documenter non seulement les symptômes et traitements, mais les histoires familiales, les facteurs environnementaux et tous autres détails qui pourraient fournir des indices sur la nature de ces affections mystérieuses. Leurs observations minutieuses contribueraient finalement à une compréhension médicale importante, bien qu'ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque. Les communautés répondirent à ces défis avec la même résilience et innovation qui avaient caractérisé la réponse de leurs ancêtres à la peste. Ils développèrent de nouvelles approches de traitement qui se concentraient sur la gestion des symptômes plutôt que sur la guérison des maladies. Ils créèrent des systèmes de soutien pour les familles aux prises avec des problèmes de santé chroniques. Ils adaptèrent l'organisation du travail pour tenir compte des personnes dont les niveaux d'énergie et les capacités physiques varièrent de manière imprévisible. Mais peut-être plus important encore, ils commencèrent à reconnaître que leur remarquable héritage génétique était plus complexe qu'ils ne l'avaient initialement compris. Les mêmes gènes qui avaient sauvé des vies créaient de nouveaux défis qui nécessitaient différents types de sagesse et d'adaptation. Les mécanismes biologiques qui avaient fourni une protection si extraordinaire contre les maladies infectieuses semblaient maintenant créer des vulnérabilités à des affections qui émergeaient de l'intérieur du corps lui-même. Les mêmes gènes qui avaient sauvé des vies créaient de nouveaux problèmes qui défieraient les générations futures, de manière que personne n'aurait pu anticiper. Ce qui avait semblé être une pure bénédiction génétique se révélait être un héritage complexe qui portait à la fois des dons remarquables et des coups inattendus. Imaginez une soirée paisible dans la maison familiale de Marie, où 3 générations se rassemblent autour du foyer pour partager les expériences de la journée. La lueur du feu danse sur leurs visages, tandis qu'Helena, désormais la matriarche de la famille, écoute avec une compréhension grandissante ses enfants et petits-enfants décrire des défis de santé qui semblent surgir de nulle part. Imaginez les mains ridées d'Helena posées doucement sur le bras de sa petite-fille, tandis qu'elle écoute les descriptions de douleurs articulaires et de fatigue mystérieuse. Sa propre mère avait vécu jusqu'à voir 92 hivers, mourant paisiblement dans son sommeil après une vie de santé et de vitalité remarquable. Helena elle-même, approchant maintenant 85 ans, jouissait encore d'une meilleure santé que la plupart des personnes ayant la moitié de son âge. Mais quelque chose était clairement en train de changer dans les jeunes générations. Les dons génétiques qui avaient été une si grande bénédiction pour la génération d'Helena révélaient de nouvelles complexités lorsqu'ils étaient transmis aux enfants et petits-enfants qui vivaient dans des circonstances très différentes de celles de leurs ancêtres survivants de la peste. Et les preuves étaient là, sous nos yeux, attendant que les futures générations de chercheurs médicaux découvrent les connexions entre la survie médiévale et les défis de santé moderne. L'héritage génétique de la mort noire était sur le point de révéler son secret le plus profond, un secret
qui transformerait finalement la compréhension humaine de l'immunité, de l'évolution et de la relation complexe entre survie et vulnérabilité. Maintenant, imaginez, si vous le voulez bien, un laboratoire tranquille à l'université de Stanford par un matin, d'automne fraisse en 2019. Le Dr Geneviève Dubois ajuste son microscope et se prépare à examiner quelque chose d'extraordinaire de l'ADN ancien extrait de la pulpe dentaire de victimes de la peste trouvée dans le cimetière des Innocents à Paris. Alors qu'elle fait la mise au point, elle n'a aucune idée qu'elle est sur le point de découvrir des preuves qui changeront à jamais notre compréhension de l'évolution génétique humaine. Imaginez le bourdonnement doux de l'équipement de laboratoire et la lueur douce des lumières fluorescentes tandis que le docteur Beaumont et son équipe internationale de chercheurs commencent à démêler l'un des plus grands mystères génétiques de l'histoire. Leur travail, mené dans des environnements stériles et climatisés à travers plusieurs continents, représente l'aboutissement de décennies de recherches archéologiques et d'analyses génétiques de pointe. Les preuves qu'ils ont découvertes étaient remarquables par leur portée et leurs implications. Grâce à une analyse approfondie d'échantillons d'ADN anciens, à la modélisation informatique de la génétique des populations et à la comparaison avec des bases de données génétiques modernes, ils ont pu retracer l'héritage génétique de la survie à la peste avec une précision sans précédent. Ce qu'ils ont trouvé validerait les observations que des guérisseurs communautaires comme Edmund avaient de fait des siècles plus tôt, tout en révélant des connexions que personne n'aurait pu imaginer. Considérez l'analyse archéologique de 2023, qui a examiné les restes de 14 cimetières de peste différents à travers l'Europe. L'équipe de recherche, dirigée par le docteur Hélène Rousseau de l'Institut Pasteur, a utilisé des techniques de séquençage avancées pour identifier des variants génétiques spécifiques chez les victimes de la peste par rapport aux survivants. Leurs découvertes, publiées dans la revue Nature, ont fourni la première preuve définitive que certaines mutations génétiques avaient effectivement procuré des avantages de survie significatifs pendant la mort noire. La découverte la plus frappante était la rapidité de l'évolution génétique. Là où la biologie évolutionnaire traditionnelle suggérait que des changements génétiques significatifs nécessitaient des milliers d'années, la peste avait déclenché des adaptations mesurables en seulement quelques générations. L'équipe du docteur Beaumont a calculé que certains variants génétiques avaient augmenté en fréquence de jusqu'à 40% en moins de 200 ans, l'un des changements évolutionnaires les plus rapides jamais documentés dans les populations humaines. Mais la véritable percée s'est produite lorsque les chercheurs ont commencé à établir des liens entre ces adaptations génétiques médiévales et les profils de santé modernes. Imaginez le docteur Marc Rousseau à la Sorbonne, dont l'étude de 2022 a examiné les dossiers médicaux de plus de 100 000 individus d'ascendance européenne. Quand il a croisé les histoires familiales avec les marqueurs génétiques associés à la survie à la peste, un schéma saisissant a émergé. Les mêmes variants génétiques qui avaient fourni une protection contre Yersinia Pestilla bactérie de la peste étaient significativement surreprésentée chez les patients, avec des conditions auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le lupus. La connexion était indéniable. Les gènes qui avaient sauvé les ancêtres médiévaux prédisposaient leurs descendants modernes à des conditions où le système immunitaire attaque les propres tissus du corps. La recherche du Dr Chen a révélé que les individus portant certains gènes de résistance à la peste étaient jusqu'à 3 fois plus susceptibles de développer des conditions auto-immunes inflammatoires. Les réponses immunitaires hyperactives, qui avaient été si efficaces contre les infections bactériennes, dirigeaient maintenant leur pouvoir formidable contre les tissus humains sains. C'était un compromis génétique qui avait pris 7 siècles à se révéler pleinement. La recherche sur le microbiome a fourni une autre pièce cruciale du puzzle. Le docteur Sophie Martinez à l'hôpital Pitié-Salpêtrière a découvert que les descendants des survivants de la peste présentaient des profils distinctifs de bactéries intestinales qui reflétaient les adaptations génétiques de leurs ancêtres. Les mêmes variations du système immunitaire qui avaient combattu les pathogènes médiévaux créaient maintenant des réponses inflammatoires aux éléments diététiques modernes et aux facteurs environnementaux que leurs ancêtres n'avaient jamais rencontrés. Imaginez la nature collaborative de cette recherche, avec des scientifiques dans des laboratoires à travers le globe partageant des données et des insights via des réseaux numériques sécurisés. Des équipes en Allemagne analysaient les vestiges de cimetières anciens, tandis que leurs collègues au Japon étudiaient des bases de données génétiques modernes. Des chercheurs en Australie examinaient les populations aborigènes pour comparaison, tandis que des scientifiques américains enquêtaient sur les profils de santé de famille avec une ascendance européenne médiévale documentée. Les données issues de différents groupes de recherche ont commencé à dresser un tableau cohérent. L'équipe du Dr Lise Moreau à l'Université de Lyon a découvert que les variants génétiques associés à la résistance à la peste étaient également liés à une
cicatrisation améliorée et une récupération plus rapide de certains types de blessures. La recherche du docteur Ahmed Ben Ali à Marseille a révélé que les populations d'ascendance moyenne orientale présentaient des patterns différents mais apparentés d'adaptation génétique aux défis historiques de maladie. La confirmation la plus élégante est peut-être venue d'une étude de 2023, dirigée par le docteur Michel Beaumont à l'Université de Strasbourg. Son équipe a examiné des dossiers médicaux historiques de familles irlandaises avec une ascendance documentée de survivants de la peste, les comparant à l'analyse génétique de leurs descendants modernes. La corrélation entre les avantages de survie médiévaux et la susceptibilité moderne aux maladies auto-immunes était si forte qu'elle pouvait être prédite avec une précision remarquable, en se basant uniquement sur les dossiers historiques familiaux. La recherche collaborative a révélé que ce n'était pas simplement une question de prédisposition génétique. Les facteurs environnementaux jouaient un rôle crucial pour déterminer si ces adaptations anciennes se manifesteraient comme des défis de santé. Le travail révolutionnaire du docteur Raphaël Petit à l'université de Montpellier a montré que les individus avec des gènes de résistance à la peste qui vivaient dans des environnements similaires à ceux de leurs ancêtres avec une forte exposition aux pathogènes et une intervention médicale limitée présentaient en réalité de meilleurs résultats de santé que ceux vivant dans des environnements modernes aseptisés. Cette découverte a conduit à ce que les chercheurs ont appelé le perfectionnement de l'hypothèse d'hygiène, l'idée que les systèmes immunitaires adaptés pour des environnements à haute menace pourraient en fait devenir problématiques lorsque ces menaces sont supprimées. La recherche du docteur Patricia Girard à l'université Paris-Saclay a démontré que les gènes de résistance à la peste étaient associés aux conditions auto-immunes, principalement dans les populations vivant dans des pays développés avec des programmes de vaccination étendus et l'utilisation d'antibiotiques. Les équipes de recherche ont également découvert des preuves de ce qu'elles ont appelé séquences de réparation ancestrale. Imaginez-les comme l'équipe de maintenance trop zélée de votre corps, suivant encore des instructions de réparation écrites il y a des siècles. Ces mécanismes génétiques semblaient conçus pour aider le corps à récupérer des types spécifiques de dommages tissulaires causés par les maladies médiévales. Imaginez des ouvriers cellulaires qui ont été formés pendant la peste noire, se présentant encore pour réparer des problèmes qui n'existent plus. Ces mêmes mécanismes, lorsqu'activés par des déclencheurs inflammatoires modernes, pourraient amener le système immunitaire à attaquer les tissus sains dans une tentative de réparer des dommages qui n'existaient pas réellement. Imaginez l'excitation dans les communautés de recherche alors que ces découvertes ont commencé à remodeler la compréhension médicale des maladies auto-immunes. Les études de suivi du Dr Chen ont montré que les traitements ciblant les voies inflammatoires spécifiques associées aux gènes de résistance à la peste étaient significativement plus efficaces que les thérapies conventionnelles. Les patients dont les profils génétiques indiquaient une ascendance de survivants de la peste répondaient mieux aux traitements qui modulaient, plutôt que supprimaient leur réponse immunitaire hyperactive. Les implications s'étendaient au-delà du traitement individuel vers les stratégies de santé publique. L'équipe du Dr Beaumont a développé des protocoles de dépistage génétique qui pouvaient identifier les individus à risque de conditions auto-immunes fondées sur leur héritage génétique ancestral. Cela permettait des stratégies d'intervention précoces qui pouvaient prévenir ou minimiser le développement de maladies inflammatoires. La recherche a également révélé des aspects positifs de l'héritage génétique de résistance à la peste. Le travail du Dr Thompson a montré que ces variants génétiques fournissaient une résistance améliorée à certaines maladies infectieuses modernes, incluant certaines formes de pneumonie et même certaines infections virales. Les compromis génétiques n'étaient pas uniformément négatifs. Ils représentaient des adaptations complexes, qui fournissaient à la fois des avantages et des vulnérabilités selon le contexte environnemental. Mais la découverte la plus profonde est peut-être venue de comprendre que ces patterns génétiques représentaient des réponses évolutionnaires actives plutôt que des mutations aléatoires. L'analyse comparative du Dr Kowalski a montré que des adaptations génétiques similaires s'étaient produites dans des populations qui avaient fait face à différents mais également sévères défis de maladie à travers l'histoire. Le système immunitaire humain avait développé de manière répétée des réponses rapides aux menaces existentielles, créant des héritages génétiques qui continuaient à influencer les résultats de santé des siècles plus tard. Alors que la recherche continuait à se déployer, les équipes ont commencé à développer des approches de médecine personnalisée qui prenaient en compte l'héritage génétique ancestral. La clinique du Dr Martinez a commencé à offrir des protocoles de traitement spécifiquement conçus pour les patients avec des marqueurs génétiques de résistance à la peste, atteignant des résultats remarquablement améliorés pour les conditions auto-immunes qui avaient été précédemment difficiles à gérer. Mais comment cette remarquable histoire de détective génétique nous affecte-t-elle aujourd'hui ?
Comment ces mécanismes de survie anciens continuent-ils à façonner nos expériences quotidiennes de santé et de maladie? Alors que nous nous installons dans une compréhension confortable de notre héritage génétique, nous nous préparons à explorer les implications personnelles de porter dans nos cellules les mémoires génétiques des plus grands défis et triomphes de nos ancêtres. Les preuves étaient effectivement cachées sous nos yeux. Attendant que la science moderne développe les outils nécessaires pour lire les histoires génétiques écrites dans notre ADN. Mais connaître notre héritage génétique n'est que le début. Comprendre comment vivre avec ces anciens dons dans notre monde moderne nécessite une sagesse qui fait le pont entre la survie médiévale et le bien-être contemporain. Ce lien entre le passé et le présent devient saisissant lorsque nous examinons comment notre héritage génétique médiéval se rattache à l'épidémie d'auto-immunité contemporaine. Imaginez-vous dans une clinique médicale moderne un jour quelconque, et vous découvrirez une réalité qui aurait été inconcevable pour nos ancêtres survivants de la peste. Des millions de personnes dont le propre système immunitaire est devenu leur principal défi de santé. Considérez Sarah, une cadre marketing de 34 ans de Portland, qui se réveille chaque matin avec des articulations qui semblent enflammées, sans cause apparente. Son rhumatologue lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, une affection où son système immunitaire s'attaque à la membrane synoviale de ses articulations. Ce que ni Sarah ni son médecin n'avaient initialement compris, c'est que son arbre généalogique remonte à un petit village anglais où son ancêtre a survécu à la peste noire en 1348. Les réponses immunitaires hyperactives qui ont sauvé la vie de son arrière-arrière-grand-mère médiévale poussent maintenant le corps de Sarah à mener une guerre contre lui-même. L'histoire de Sarah n'est pas unique, elle est remarquablement commune. Dans les pays développés, les maladies auto-immunes touchent désormais environ 8% de la population, avec des taux qui ont augmenté de façon dramatique au cours des 50 dernières années. Ces conditions incluent la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le diabète de type 1, la maladie de Crohn, le lupus, le psoriasis, et des dizaines d'autres pathologies, où le système immunitaire s'attaque par erreur aux tissus sains. Imaginez James, un ingénieur logiciel de Minneapolis, dont la famille s'est toujours enorgueillie d'une santé robuste et d'une longévité. Son arrière-grand-père a vécu jusqu'à 93 ans, son grand-père jusqu'à 88 ans, et son père, maintenant âgé de 72 ans, maintient encore un mode de vie actif qui émerveille ses pairs. Pourtant James a seulement 29 ans, souffre de graves troubles digestifs que son gastro-entérologue a diagnostiqués comme étant la maladie de Crohn. Son système immunitaire attaque sa paroi intestinale avec la même férocité que les systèmes immunitaires de ses ancêtres utilisaient autrefois pour combattre des pathogènes mortels. La connexion génétique devient encore plus apparente quand nous examinons les modèles de regroupement familial. Imaginez une réunion de famille où les histoires d'ancêtres remarquables deviennent des pièces d'un puzzle plus grand. Les recherches du docteur Patricia Girard à l'université Paris-Saclay ont révélé que les maladies auto-immunes surviennent souvent dans des familles d'ascendance européenne documentées, particulièrement celles dont les histoires familiales incluent une longévité inhabituelle et une résistance aux maladies infectieuses. Les traits mêmes qui avaient été des sources de fierté familiale, les histoires d'arrière-arrière-grand-mère qui a soigné la moitié du village pendant la pandémie de grippe, ou d'arrière-grand-père qui a vécu jusqu'à 98 ans, tandis que ses pères mouraient dans la soixantaine servent maintenant de marqueurs génétiques pour la susceptibilité auto-immune. Considérez Marie Santerre, dont la grand-mère provençale avait l'habitude de raconter des histoires sur la remarquable résistance de leur famille à la pandémie de grippe de 1918, pendant que les voisins tombaient aux malades et que beaucoup mouraient. L'arrière-arrière-grand-mère de Marie a non seulement survécu, mais s'est occupée des enfants d'autres familles rendus orphelins par la maladie. Marie s'est toujours sentie fière de cette résilience génétique, jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un lupus à l'âge de 31 ans. Les réponses agressives de son système immunitaire, les mêmes mécanismes biologiques qui avaient protégé ses ancêtres, attaquaient maintenant sa peau, ses articulations et ses organes internes. La fonction inflammatoire génétique qui a conféré de si importants avantages de survie dans les environnements riches en pathogènes de nos ancêtres peut devenir problématique dans notre monde moderne, relativement aseptisé. La recherche du Dr Raphaël Petit a révélé que ces systèmes immunitaires hyperactifs, privés des défis infectieux constants qu'ils ont évolué pour combattre, commencent parfois à cibler des facteurs environnementaux inoffensifs ou même les tissus du corps lui-même. Imaginez la réalité quotidienne pour des millions de personnes vivant avec ces héritages génétiques. Prenez Jennifer, une enseignante de Sacramento, dont la sclérose en plaques fait que son système immunitaire attaque l'enveloppe protectrice de ses fibres nerveuses. Les mêmes variants génétiques qui auraient pu protéger ses ancêtres des complications neurologiques de maladies infectieuses
font maintenant que son propre système immunitaire endommage son système nerveux. Jennifer éprouve de la fatigue, des troubles de coordination et des difficultés cognitives qui l'obligent à gérer soigneusement son énergie et planifier ses activités autour de poussées de symptômes imprévisibles. L'épidémie auto-immune a créé une nouvelle catégorie de spécialisation médicale. Les rhumatologues, gastro-entérologues, neurologues et dermatologues consacrent maintenant une grande partie de leur pratique à traiter des affections où le système immunitaire du patient constitue la menace principale. Le traitement implique typiquement de supprimer la fonction immunitaire, un équilibre délicat entre réduire l'inflammation nocive et maintenir la capacité du corps à combattre de véritables infections. Mais comprendre la base génétique de ces conditions a ouvert de nouvelles avenues pour le traitement et la gestion. La recherche du docteur Marc Rousseau à la Sorbonne a mené au développement de thérapies ciblées qui travaillent avec plutôt que contre les réponses immunitaires hyperactives héritées des survivants de la peste. Au lieu de supprimer largement la fonction immunitaire, ces traitements visent à rediriger l'activité immunitaire loin des tissus sains, tout en préservant la résistance renforcée aux pathogènes que ces variants génétiques fournissent. Le lien avec l'histoire familiale apporte souvent à la fois des explications et du réconfort aux patients qui luttent contre des maladies auto-immunes. Marie Santerre a découvert que comprendre son lupus comme faisant partie de son héritage génétique d'ancêtres qui ont survécu à des défis extraordinaires l'a aidé à repenser sa relation avec la maladie. Plutôt que de voir sa condition comme un échec personnel ou un malheur aléatoire, elle a commencé à l'apercevoir comme une preuve de l'héritage de survie remarquable de sa famille, un don génétique qui s'accompagnait à la fois de forces extraordinaires et de défis modernes. James a découvert que sa maladie de Crohn faisait partie d'un modèle plus large de sensibilité digestive dans sa lignée familiale. Sa grand-tante avait lutté contre des symptômes similaires mais les avait attribués à un estomac nerveux, tandis que son cousin gérait des problèmes inflammatoires intestinaux depuis des années. Comprendre cette connexion génétique a permis à la famille de partager des stratégies thérapeutiques et de se soutenir mutuellement grâce à leur héritage biologique commun. L'arthrite rhumatoïde de Sarah l'a amenée à explorer sa généalogie familiale, où elle a découvert des histoires remarquables d'ancêtres qui avaient survécu à de multiples maladies épidémiques, qui avaient dévasté leur communauté. Apprendre son héritage génétique l'a aidé à comprendre pourquoi son système immunitaire était si agressif, et elle a commencé à travailler avec son rhumatologue pour développer des approches thérapeutiques qui tenaient compte à la fois de ses forces et de ses vulnérabilités génétiques. L'épidémie moderne de maladies auto-immunes représente plus que de simples défis de santé individuelle, elle reflète la relation complexe entre l'évolution humaine et le changement environnemental. Les adaptations génétiques de nos ancêtres étaient parfaitement adaptées à leurs environnements riches en agents pathogènes, mais ces mêmes adaptations peuvent devenir problématiques lorsque le contexte environnemental change dramatiquement. Les recherches du Dr Sophie Martinez à l'hôpital Pitié-Salpêtrière ont montré que les modifications du mode de vie peuvent influencer significativement la façon dont ces prédispositions génétiques se manifestent. Les personnes avec des marqueurs génétiques de résistance à la peste qui maintiennent une exposition à des micro-organismes divers, grâce à des activités comme le jardinage, la possession d'animaux de compagnie ou les séjours dans des environnements naturels, montrent souvent une meilleure régulation immunitaire que celles vivant dans des environnements plus stériles. L'hypothèse d'hygiène, renforcée par la compréhension de notre héritage génétique, suggère qu'un certain niveau de défi du système immunitaire peut être nécessaire pour un bon fonctionnement immunitaire chez les personnes portant ces anciennes adaptations. Cela ne signifie pas rechercher des infections dangereuses, mais plutôt maintenir le type de diversité microbienne qui permet aux systèmes immunitaires hyperactifs de fonctionner correctement. Comprendre son héritage génétique personnel est devenu un élément important de la gestion des maladies auto-immunes. De nombreux patients collaborent maintenant avec leurs professionnels de santé pour retracer les antécédents médicaux familiaux et les modèles génétiques, utilisant ces informations pour orienter les décisions thérapeutiques et les changements de mode de vie. La connaissance que leurs conditions proviennent de dons génétiques plutôt que d'échecs personnels apporte souvent des bienfaits psychologiques qui complètent le traitement médical. L'héritage continue de façon inattendue, qui s'étendent bien au-delà des individus directement affectés par les conditions auto-immunes. Les enfants de parents avec ces variants génétiques montrent souvent une résistance renforcée aux maladies infectieuses, même quand ils ne développent pas eux-mêmes de conditions auto-immunes. Les compromis génétiques qui ont créé des défis de santé modernes continuent également à procurer des avantages dans des contextes appropriés. Alors que nous commençons à comprendre les implications personnelles de notre héritage génétique, nous nous préparons à explorer comment cette connaissance remodèle les approches de la santé, de la médecine, et notre compréhension de l'évolution humaine elle-même. L'épidémie auto-immune n'est pas seulement un défi sanitaire moderne, c'est une fenêtre sur le parcours
génétique remarquable qui a mené notre espèce à travers ses plus grandes épreuves et continue d'influencer nos vies de manières à la fois fascinantes et complexes. Mais l'histoire de notre héritage génétique s'étend bien au-delà des défis de santé individuelle pour englober des questions plus larges sur l'évolution humaine, la génétique des populations et l'avenir de notre espèce dans un monde en changement rapide. Cet héritage génétique que nous avons reçu crée l'une des ironies les plus fascinantes de l'histoire évolutionnaire humaine. Imaginez, si vous le voulez bien, l'ampleur considérable de la migration et de l'adaptation humaine, ou les gènes mêmes qui ont permis à nos ancêtres de survivre aux plus grandes catastrophes de l'histoire ont maintenant créé la plus vaste expérience génétique à l'échelle de la population que notre espèce ait jamais connue. Considérez la vitesse remarquable de ce changement évolutionnaire. Là où la plupart des adaptations génétiques dans les populations humaines nécessitaient des dizaines de milliers d'années pour devenir répandues, les gènes de résistance à la peste se sont répandus à travers les populations européennes en seulement quelques siècles. Les recherches du Dr Hélène Rousseau à l'Institut Pasteur ont établi que cela représente le cas documenté le plus rapide d'évolution dans l'histoire humaine, une transformation génétique qui s'est déroulée environ 100 fois plus rapidement que les échelles de temps évolutionnaires habituelles. Les implications s'étendent bien au-delà des frontières de l'Europe. Alors que les populations portant ces adaptations génétiques ont migré vers de nouveaux continents, elles ont apporté avec elles à la fois une résistance renforcée aux maladies et une prédisposition aux conditions auto-immunes. Imaginez le paysage génétique de l'Amérique du Nord, de l'Australie et d'autres régions colonisées par des descendants européens des continents entiers, où l'héritage génétique de la survie médiévale influence maintenant les modèles de santé de millions de personnes. Mais l'aspect peut-être le plus frappant de cet héritage génétique réside dans la façon dont il a été préservé et amplifié par la croissance démographique et les migrations. Les familles qui portèrent des gènes de résistance à la peste n'étaient pas seulement plus susceptibles de survivre aux maladies infectieuses, elles étaient aussi plus susceptibles de vivre assez longtemps pour avoir des enfants et voir ces enfants atteindre l'âge reproducteur. Au fil des générations, cela a créé une pression de sélection puissante qui a augmenté la fréquence de ces variants génétiques dans la population. La modélisation démographique du Dr Gène Beaumont montre que des gènes procurant même de modestes avantages de survie pendant les périodes épidémiques pouvaient devenir dominants dans les populations, affectées en seulement 10 à 15 générations. L'élégance mathématique de ce processus révèle à quelle vitesse les pressions environnementales peuvent remodeler la composition génétique d'entières populations humaines. Considérez l'ironie inhérente à cette histoire de succès évolutionnaire, les adaptations génétiques qui ont permis aux populations européennes de survivre et de prospérer pendant l'ère d'exploration et de colonisation leur permettant d'établir des colonies prospères dans de nouveaux environnements, de résister aux maladies rencontrées pendant le commerce mondial et de construire les sociétés complexes qui domineraient finalement les affaires mondiales, ont aussi créé des prédispositions génétiques qui ne deviendraient apparentes que des siècles plus tard. Imaginez la distribution mondiale des maladies auto-immunes aujourd'hui, et vous verrez un motif qui reflète étroitement les routes migratoires historiques des populations européennes comme des traces génétiques laissées par les voyages de nos ancêtres. Les pays avec les taux les plus élevés de sclérose en plaques, d'arthrite rhumatoïde et de maladies inflammatoires de l'intestin sont précisément ceux avec les plus grands pourcentages de population d'ascendance européenne. Imaginez suivre ces pistes génétiques invisibles à travers les continents. Des collines verdoyantes d'Irlande où les taux de sclérose en plaques s'envolent, aux villes d'Australie où les maladies inflammatoires de l'intestin se concentrent, au cœur de l'Amérique du Nord où l'arthrite rhumatoïde touche des millions de personnes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence à long terme d'adaptations génétiques qui ont fourni des avantages de survie cruciaux à une époque et sont devenus des défis de santé à une autre. La perspective évolutionnaire révèle que ce phénomène n'est pas unique aux survivants de la peste. La recherche comparative du Dr Ahmed Ben Ali a identifié des motifs similaires dans les populations qui ont fait face à d'autres défis de maladies historiques. Les adaptations génétiques qui ont protégé les populations méditerranéennes du paludisme, les variants qui ont aidé les populations asiatiques à résister au choléra, et les mutations qui ont donné aux populations africaines la résistance à la maladie du sommeil, ont tous créé leurs propres ensembles d'implications de santé moderne. Mais l'échelle de l'héritage génétique des survivants de la peste est sans précédent. Les estimations suggèrent qu'entre 30 et 40% des personnes d'ascendance européenne portent au moins un variant génétique associé à une résistance renforcée à la peste. Cela signifie que des centaines de millions de personnes dans le monde ont hérité d'un certain degré des réponses immunitaires hyperactives que leurs ancêtres ont développées pour survivre à la mort noire.
La génétique des populations devient encore plus complexe quand nous considérons le mélange génétique entre différents groupes ancestraux. La recherche du Dr Lise Moreau à l'Université de Lyon a révélé que les individus avec une ascendance mixte européenne et non européenne présentant souvent des profils intermédiaires de fonction du système immunitaire bénéficiant potentiellement d'une partie de la résistance aux maladies infectieuses tout en subissant moins de complications auto-immunes. Cela a créé ce que les chercheurs appellent des effets de gradient génétique dans les populations modernes. Les personnes dont l'ascendance inclut plusieurs régions européennes portent souvent des combinaisons de différents variants de résistance à la peste, conduisant à des profils complexes du système immunitaire qui peuvent être difficiles à prédire ou traiter. L'héritage génétique n'est pas uniforme, il varie significativement selon les origines ancestrales spécifiques et les défis historiques particuliers que ces populations ont affrontés. Imaginez les implications pour la médecine moderne et la politique de santé publique. Comprendre que les maladies auto-immunes ont des composants génétiques significatifs liés aux avantages de survie ancestraux change la façon dont nous approchons la prévention, le traitement et l'allocation des ressources. Plutôt que de voir ces conditions comme des malheurs aléatoires, nous pouvons les reconnaître comme des conséquences prévisibles de l'histoire évolutionnaire humaine. La recherche a également révélé des aspects bénéfiques de cet héritage génétique qui vont bien au-delà de la simple résistance aux maladies. Les études du Dr Marc Rousseau ont découvert que les variants génétiques de résistance à la peste sont associés à une meilleure cicatrisation, à une récupération plus rapide de certains types de blessures et à une résistance accrue à certaines formes de cancer. L'hyperactivité du système immunitaire qui peut causer des problèmes auto-immuns fournit également une surveillance renforcée des cellules anormales et des mécanismes de réparation tissulaire améliorés. D'un point de vue évolutif, ces compromis génétiques représentent des adaptations réussies aux environnements pathogènes auxquels nos ancêtres ont été confrontés. Imaginez, si vous le voulez bien, une soirée douillette au coin du feu, alors que nous réfléchissons à cette vérité remarquable. Nos corps portent encore la mémoire génétique de l'époque médiévale, portant des systèmes immunitaires conçus pour un monde qui n'existe plus. Le fait qu'ils créent des défis dans les environnements modernes à faible pathogénicité ne diminue pas leur valeur évolutive. Cela reflète simplement le rythme rapide du changement environnemental par rapport à l'adaptation génétique. Les implications à l'échelle de la population sont stupéfiantes. La modélisation du Dr Patricia Girard suggère que la prévalence des maladies auto-immunes continuera d'augmenter dans les nations développées, alors que les facteurs environnementaux, exposition réduite aux pathogènes, changements alimentaires, utilisation accrue d'antibiotiques continuent d'interagir avec les prédispositions génétiques de manière qui favorise les réponses inflammatoires. Mais cette perspective évolutive offre également de l'espoir pour gérer ces héritages génétiques plus efficacement. Comprendre les contextes environnementaux dans lesquels ces gènes ont évolué avec succès permet aux chercheurs de développer des stratégies de traitement et de prévention qui travaillent avec plutôt que contre notre héritage génétique. L'ironie génétique s'étend aux questions sur l'évolution humaine future. La sélection naturelle commencera-t-elle à favoriser les variants génétiques qui s'adaptent mieux aux environnements modernes? Comment la migration mondiale et le mélange génétique affecteront-ils la distribution de ces adaptations anciennes? Les interventions médicales qui permettent aux personnes avec des conditions auto-immunes de vivre des vies saines et productives affecteront-elles la composition génétique à long terme des populations humaines? Le docteur Michel Beaumont de l'Université de Strasbourg suggère que nous voyons déjà des signes précoces d'adaptation génétique aux environnements modernes. Les populations qui ont vécu dans des environnements urbains à faible pathogénicité pendant plusieurs générations présentent des schémas légèrement différents de fonctionnement du système immunitaire par rapport aux populations qui ont récemment migré d'environnements à forte pathogénicité. L'évolution génétique humaine la plus rapide de l'histoire enregistrée a créé un héritage complexe qui continue de façonner les schémas de santé humaine dans le monde entier. Comprendre cet héritage apporte des éclairages cruciaux sur la relation entre l'évolution humaine et le changement environnemental, tout en offrant de nouvelles approches pour gérer les défis de santé qui découlent des stratégies de survie remarquables de nos ancêtres. Alors que nous contemplons les implications de cet héritage génétique, nous nous préparons à explorer comment comprendre notre histoire évolutive peut éclairer des approches plus judicieuses en matière de santé, de médecine, et des choix que nous faisons sur comment vivre avec les dons biologiques que nos ancêtres nous ont donnés. L'ampleur de l'adaptation génétique humaine pendant les défis historiques de maladie représente l'une des histoires de succès les plus remarquables de l'évolution, mais elle soulève également des questions profondes sur comment nous pouvons mieux honorer à la fois les dons et les défis intégrés dans notre héritage génétique. Alors que nous tissons ensemble tous les fils de cette histoire remarquable,
Une compréhension profonde commence à émerger sur la nature de la résilience humaine et l'héritage complexe qui nous connecte à nos ancêtres. Imaginez-vous assis dans un fauteuil confortable, peut-être près d'une cheminée chaleureuse, tandis que nous explorons ce que cet héritage génétique signifie pour nos vies aujourd'hui et pour l'avenir de notre espèce. L'histoire que nous avons retracée de la survie à la peste médiévale par l'adaptation génétique jusqu'aux défis auto-humains modernes révèle quelque chose de magnifique sur l'expérience humaine. Nous sommes tous des témoignages vivants de la résilience extraordinaire de ceux qui nous ont précédés. Chaque variant génétique qui nous prédispose aux conditions auto-immunes est aussi une preuve que nos ancêtres possédaient la force biologique nécessaire pour survivre aux plus grandes catastrophes de l'humanité. Comprendre cet héritage génétique transforme notre façon de concevoir la santé, la maladie et notre relation avec nos propres corps. Quand elle a appris que sa condition était liée aux dons génétiques qui ont permis à ses ancêtres de survivre à la peste noire, toute sa perspective a changé. Plutôt que de se sentir vaincue par son diagnostic, elle a commencé à voir son système immunitaire hyperactif comme la preuve de l'héritage de survie remarquable de sa famille. Cette compréhension ne minimise pas les défis réels que posent les conditions auto-immunes, mais elle offre un cadre pour aborder ces défis avec sagesse, plutôt qu'avec désespoir. Les mêmes mécanismes génétiques qui peuvent attaquer les tissus sains dans les environnements modernes étaient autrefois les outils biologiques qui ont permis la survie humaine face aux menaces existentielles. Apprendre à travailler avec plutôt que contre ces tendances héritées ouvre de nouvelles possibilités pour la santé et la guérison. La recherche du docteur Sarah Martinez a montré que les personnes qui comprennent leur héritage génétique obtiennent souvent de meilleurs résultats de santé, en partie parce qu'elles peuvent prendre des décisions éclairées sur les facteurs de mode de vie qui influencent comment leur prédisposition génétique se manifeste. Savoir que vous portez des gènes de résistance à la peste pourrait guider les choix concernant l'exposition environnementale, l'alimentation, la gestion du stress et les soins médicaux qui aident à optimiser la fonction du système immunitaire. Mais peut-être l'enseignement le plus profond de cette enquête génétique est ce qu'elle révèle sur la nature de l'adaptation humaine elle-même. Nous ne sommes pas des récepteurs passifs de l'héritage génétique. Nous sommes des participants actifs dans la façon dont cet héritage s'exprime dans nos vies. Les mêmes gènes qui créent une susceptibilité auto-immune dans les environnements modernes stériles pourraient fonctionner très différemment dans des contextes qui fournissent des défis appropriés au système immunitaire. Imaginez les implications pratiques de cette compréhension. Les personnes avec des prédispositions génétiques aux maladies auto-immunes pourraient bénéficier de choix de modes de vie qui préservent la diversité microbienne, passer du temps dans des environnements naturels, jardiner, avoir des animaux de compagnie, ou consommer des aliments fermentés qui favorisent une flore intestinale saine. Ce ne sont pas seulement des possibilités théoriques, elles représentent des approches émergentes de médecine préventive, basées sur la compréhension de notre héritage évolutif. La recherche a aussi révélé que le stress, le sommeil et le bien-être émotionnel influencent significativement comment les prédispositions génétiques se manifestent. Les études du Dr Marcus Chen montrent que les personnes avec des variants génétiques de résistance à la peste qui maintiennent une bonne hygiène de sommeil, gèrent efficacement le stress et cultivent des connexions sociales fortes, sont moins susceptibles de développer des symptômes auto-immuns sévères, même quand elles portent des combinaisons génétiques à haut risque. Cela suggère que la santé optimale pour les personnes portant cet héritage génétique pourrait nécessiter des approches qui honorent à la fois la compréhension médicale moderne et la sagesse ancestrale sur l'art de vivre en harmonie avec notre nature biologique. Les systèmes immunitaires que nous avons hérités ont été conçus pour fonctionner dans des environnements très différents de la vie urbaine moderne, mais nous pouvons créer des conditions de mode de vie qui soutiennent leur fonction saine. Les implications s'étendent au-delà de la santé individuelle, jusqu'à notre façon de concevoir la recherche médicale et le développement de traitements. Comprendre les bases génétiques des maladies auto-immunes a conduit à des thérapies plus ciblées et efficaces qui collaborent avec les caractéristiques héritées du système immunitaire plutôt que de simplement les supprimer. Les approches de médecine personnalisée qui prennent en compte l'héritage génétique ancestral montrent une promesse remarquable pour traiter des conditions qui étaient autrefois considérées comme inévitablement progressives. Considérez le domaine émergent de la médecine évolutive, qui applique la compréhension de l'histoire évolutive humaine aux défis de santé moderne. Cette approche reconnaît que beaucoup de problèmes de santé contemporains découlent d'inadéquations entre notre biologie évoluée et les environnements modernes, plutôt que de défauts biologiques inhérents. L'héritage génétique de la survie à la peste n'est qu'un exemple de la façon dont les perspectives évolutives peuvent transformer la compréhension médicale et les approches thérapeutiques. L'histoire révèle aussi quelque chose de profond sur l'interconnexion de l'expérience humaine à travers le temps. Les variants génétiques qui circulent dans nos corps aujourd'hui
ont été façonnés par les expériences d'ancêtres que nous n'avons jamais connues, des personnes qui ont fait face à des défis que nous pouvons à peine imaginer. Leur stratégie de survie, codée dans l'ADN et transmise à travers les générations, continue d'influencer nos vies quotidiennes, de façon à la fois subtile et profonde. Cette connexion génétique au passé nous lie aussi au futur. Les choix que nous faisons sur la façon de vivre avec nos variants génétiques hérités influenceront la santé et le bien-être des générations futures. Comprendre notre héritage génétique nous donne l'opportunité de prendre des décisions éclairées, qui honorent à la fois nos dons ancestraux et notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Imaginez l'espoir que recèle cette compréhension. Plutôt que de considérer les maladies auto-immunes comme des malheurs aléatoires ou des échecs personnels, nous pouvons les reconnaître comme des conséquences naturelles de remarquables dons génétiques qui étaient essentiels à la survie humaine. Cette perspective ouvre des possibilités de guérison qui vont au-delà de la gestion des symptômes pour inclure une acceptation et une appréciation plus profonde de la complexité de notre héritage biologique. La recherche continue d'évoluer, révélant de nouveaux aspects de l'influence de notre héritage génétique sur les schémas de santé modernes. Les scientifiques découvrent que les variants génétiques associés à la survie aux maladies historiques affectent non seulement la fonction immunitaire, mais aussi le métabolisme, les réponses au stress, la cicatrisation des plaies et même les capacités cognitives. Nous commençons à peine à comprendre toute l'étendue de l'influence des stratégies de survie de nos ancêtres sur nos vies actuelles. Alors que ces connaissances se développent, elles créent des opportunités pour des approches de la santé et de la médecine plus personnalisées et efficaces. Les tests génétiques peuvent maintenant identifier des variants spécifiques associés aux risques auto-immuns, permettant des stratégies d'intervention précoces qui pourraient prévenir ou minimiser le développement de la maladie. Les recommandations de style de vie peuvent être adaptées pour travailler avec plutôt que contre les tendances génétiques héritées. L'histoire de notre héritage génétique offre également une perspective sur les défis et les opportunités de la vie moderne. Nous vivons dans une ère d'abondance et de sécurité sans précédent. Mais nos corps portent la mémoire génétique d'époques où la survie était loin d'être garantie. Apprendre à honorer à la fois nos dons ancestraux et nos circonstances modernes nécessite sagesse, patience et bienveillance envers soi-même. Comprendre cet héritage génétique peut transformer la façon dont nous abordons non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être émotionnel et spirituel. Reconnaître que nous portons dans nos cellules la sagesse génétique d'innombrables générations de survivants peut fournir force et résilience pour faire face aux défis contemporains. Nous sommes les produits d'une chaîne ininterrompue d'adaptation réussie qui s'étend à travers toute l'histoire humaine. Alors que nous nous préparons au repos et laissons cette compréhension s'ancrer dans notre conscience, nous pouvons apprécier le voyage remarquable qui nous a menés à ce moment. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de cœur que nous ressentons, est rendu possible par les dons génétiques d'ancêtres qui ont affronté des probabilités impossibles et ont trouvé malgré tout la force de survivre et de prospérer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous alors que nous avançons dans nos propres vies? Comment pouvons-nous le mieux honorer l'héritage génétique qui nous connecte à la fois à notre passé et à notre avenir? Alors que nous nous abandonnons à un repos paisible, nous portons en nous la conscience que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et plus remarquable que toute vie. Individuels, nous sommes des liens vivants, dans la grande chaîne de résilience humaine qui a persisté à travers chaque défi que notre espèce a affronté. Le symptôme caché que les survivants de la peste noire portaient dans leurs gènes n'était pas seulement la susceptibilité aux maladies auto-immunes, c'était la capacité d'une résilience extraordinaire, d'adaptation et de survie qui continue de circuler à travers des millions de personnes aujourd'hui. Comprendre cet héritage nous donne à la fois la connaissance et la sagesse pour bien vivre avec les remarquables dons que nos ancêtres nous ont donnés. Ce soir, alors que vous vous préparez pour un sommeil paisible, vous pouvez trouver du réconfort en sachant que vous êtes le descendant de survivants, portant dans vos cellules même la preuve génétique de la capacité de l'humanité à endurer, s'adapter et triompher même des plus grands défis. Nous avons retracé le parcours remarquable de cette arthrite mystérieuse, de ces éruptions inexpliquées et de cette fatigue tenace, jusqu'à leur véritable origine, les systèmes immunitaires, hyperactifs que vos ancêtres ont développés pour survivre à la peste noire. Vous comprenez maintenant pourquoi 8% des personnes dans les nations développées mènent cette guerre, invisible à l'intérieur de leur corps, et comment cela se connecte directement à la plus grande histoire de survie de l'humanité. L'histoire de votre héritage génétique n'est pas une histoire de limitation, mais de possibilités, pas de faiblesse, mais de force raffinée à travers d'innombrables générations de survie réussies. Vos ancêtres ont affronté l'inimaginable et ont prévalu. Leurs dons vivent en vous.
créant à la fois des opportunités et des responsabilités qui vous connectent à la grande histoire humaine de résilience, d'adaptation et d'espoir. Alors que vous réfléchissez à ce parcours que nous avons partagé, considérez comment cette connaissance pourrait changer votre relation avec votre propre corps et santé. Peut-être verrez-vous tous les défis auto-immuns, non pas comme des échecs personnels, mais comme des preuves du remarquable héritage de survie de votre famille. Peut-être ferez-vous des choix de style de vie qui honorent à la fois vos dons génétiques et la compréhension moderne de l'équilibre du système immunitaire. Alors que vous sombrez doucement dans le repos, vous portez en vous la sagesse génétique d'innombrables générations qui ont assuré que vous pourriez exister, prospérer et contribuer votre propre chapitre unique à l'histoire continue de survie et d'épanouissement humain. Dormez bien, en sachant que vous êtes à la fois le produit et la continuation de l'une des plus grandes histoires de succès de l'évolution. Vous avez découvert les connexions cachées qui lient la survie médiévale à la santé moderne, comprenant comment l'évolution génétique la plus rapide de l'histoire humaine a créé à la fois des dons extraordinaires et des défis inattendus. L'héritage génétique qui coule dans vos veines ce soir n'est pas un fardeau à porter, mais un don à chérir. Comprendre et utiliser sagement alors que vous écrivez votre propre chapitre dans la remarquable histoire de résilience humaine, qui a commencé bien avant votre naissance et continuera bien après que vous soyez parti. Fais de beaux rêves, cher auditeur, et souviens-toi qu'en toi vit la mémoire génétique de chaque défi que tes ancêtres ont surmonté, de chaque adaptation qu'ils ont réalisée, et de chaque moment de courage qui a permis que tu puisses être ici aujourd'hui, en sécurité et confortablement installé, portant leurs dons vers un avenir inconnu mais plein d'espoir. Tu es venu chercher des réponses sur des symptômes de santé mystérieux, et tu repars avec des perspectives profondes sur l'héritage génétique qui nous relie tous à la plus grande histoire de survie de l'humanité. Cette arthrite, ces éruptions cutanées, cette fatigue, ce ne sont plus des mystères, mais des fenêtres sur le remarquable voyage qui t'a mené jusqu'ici. Bonne nuit, et que tes rêves soient doux.